Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve dans ce nouvel épisode un petit peu différent. J'ai sorti l'iPad parce que j'étais en train de regarder un petit peu les articles à gauche, à droite sur la bourse. Et j'ai vu un article qui passait sur une entreprise qui a beaucoup corrigé durant la baisse. D'ailleurs, vous voyez, même le S&P 500 et le Nasdaq ont tous les deux beaucoup corrigé. Et justement, cet article, eh ben, je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant parce que on a des affaires absolument impressionnantes en ce moment en bourse. Je vois des titres qui sont à des prix qui commencent vraiment à devenir intéressants. Et d'un autre côté, on nous parle aussi d'entreprises qui me font peur. Et quand elles sont présentées dans l'article, on explique eh ben, que voilà, les entreprises sont en train de mettre des actions correctives en place, etc. Mais je voulais un peu en parler dans cette vidéo parce que ben, justement, des fois, je me dis, mais comment on peut s'intéresser à telle ou telle action alors que d'un autre côté, on peut voir des opportunités absolument phénoménales. Évidemment, c'était que mon avis, c'est ce que je vous partage ici et toujours sur sa chaîne YouTube. Je vous fais jamais de conseils en investissement, je vous dis juste ce que je pense, mais je trouvais le sujet intéressant. Du coup, j'ai vu un article qui passait sur Kering, mais ça aurait pu être sur n'importe quelle entreprise qui a des difficultés en ce moment. C'est tombé sur celle-ci parce qu'ils ont publié un article suite à une décision de l'entreprise de remplacer un directeur artistique. Et en fait, quand je vois ce genre de dossier, et j'ai déjà dit à l'époque que je ne voulais surtout pas toucher à ce type d'entreprise parce que je voyais beaucoup de choses qui me faisaient peur. Certes, j'espère qu'ils s'en sortiront, il y a peut-être des choses à faire, mais justement, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que quand je vois d'autres dossiers à côté, j'ai du mal à comprendre la logique et la balance, en tout cas d'un point de vue, de ma vision sur ces entreprises. On a un chiffre d'affaires qui est très concentré sur quelques entreprises et quelques marques, notamment Gucci, et ça va assez mal pour eux. Et quand je vois autant de risques, notamment parce que je ne comprends pas le business, je ne sais pas pourquoi cette marque serait meilleure qu'une autre, ils sont extrêmement concentrés, on manque de diversification. Et quand j'ai toutes ces informations, eh bien je me dis pourquoi y aller, surtout quand on va regarder après de nombreuses entreprises que je vais vous citer qui pour moi ont baissé et qui pourraient être des dossiers plus intéressants. Et d'ailleurs, je vais en prendre une au hasard et on va aller comparer un petit peu les chiffres pour essayer de mettre justement des graphiques sur ce que j'essaie de dire ici. Donc au final, bah, j'espère quand même qu'ils vont s'en sortir. Il y a peut-être quelque chose à faire. Sur toute entreprise, il y a possibilité. Elles peuvent nous surprendre. Là, c'est possible eh ben, que les chiffres d'affaires repartent à la hausse, que la marque se porte mieux. Mais pourquoi aller prendre un tel risque alors que je suis incapable de comprendre la demande? Et d'ailleurs, qui en est capable? Personnellement, je pense qu'il n'y a pas tant d'investisseurs que ça qui sont capables de prévoir si les ventes d'une marque de luxe vont repartir ou pas. Quels sont les avantages compétitifs? Moi, je ne sais pas du tout le faire. Alors qu'à l'inverse, on a des business beaucoup plus prévisibles qui vont être plus faciles pour moi à analyser et avec beaucoup moins de risques. Et au final, on en reparlera un peu en conclusion, mais comment est-ce que je peux justifier que j'aime l'entreprise numéro 1, 2 ou 3 dans mon portefeuille autant que la 17, 18, 19? Il y a un moment, il faut faire des choix et se positionner le mieux possible d'après ces analyses. Et c'est un petit peu ce dont je voudrais parler dans cette vidéo. Et quand vous voyez le Nasdaq qui corrige de plus de 10% en quelques semaines, le S&P 500 aussi qui corrige pas mal, et que je vois beaucoup de dossiers intéressants, pourquoi se mettre sur des dossiers aussi incertains? Et je vous ai parlé de Kering juste avant, mais il y a plein d'autres dossiers qui me font peur. On a Walgreen Boots Alliance, les pharmacies aux États-Unis, STLAP, Stellantis, ça me fait très très peur ce que je vois, VOW3 aussi, Intel, etc., etc., etc. Et au final, en face, eh ben, on va mettre plein d'entreprises dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, Amazon, Amazon qui vient de pas mal corriger en bourse, on est repassé sous les 200 $, et personnellement, si elle venait encore à baisser, je pourrais m'y intéresser, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. D'ailleurs, toutes les entreprises dont je vais vous parler ici, vous avez des vidéos d'analyse individuelle. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire plus une vidéo générale sur ce que je vois en ce moment en bourse. Pareil, IMS, quand je vois un tel dossier qui a corrigé en plus beaucoup récemment et qui revient sur des niveaux qui sont quand même beaucoup plus bas que ce qu'on a eu il y a encore quelques semaines. Pareil, des entreprises que je n'achète pas forcément, mais qui m'intéressent beaucoup, New Holding, ELF, Robinhood, Nvidia qui a beaucoup corrigé, et honnêtement, je l'ai déjà dit, la valorisation ne me choque pas tant que ça sur cette entreprise. Mercado Libre, Tesla, Celsius, LifeMD, SoFi, Enphase, même dans les boîtes françaises, je vous ai mis MC ici, qui est LVMH, qui est beaucoup plus diversifié par exemple que Kering. Certes, je trouve la valorisation toujours un peu élevée, j'avais fait une vidéo dessus, mais ça reste des très belles entreprises, vous avez Schneider Electric, etc. en Europe. Donc voilà, au final, c'est ce que je vous dis en dessous, impossible de toutes les acheter, je vais devoir faire des choix. Et comment justifier que je vais acheter 1, 2, 3 plus que 16, 17, 18? Il y a un moment, il faut que je compare et que je prenne les plus belles opportunités en portefeuille. Je me dois de protéger mon portefeuille. Et comment je peux aller acheter du Kering, du STLAP, du INTC, qui sont des entreprises qui me font fondamentalement peur pour plein de raisons déjà évoquées sur la chaîne, alors que je peux mettre en face de ça du IMS, du Amazon, du SoFi, etc., etc. Évidemment, c'est possible de se tromper, mais au final, c'est mes décisions, je ferai mes propres analyses et c'est comme ça que je vais apprendre. Et donc, pourquoi partir sur des dossiers incertains quand j'ai autant de choix? Et d'ailleurs, ça, je tiens à le dire, c'est un petit peu le problème lorsque l'on a des grosses baisses en bourse
il y a beaucoup de bruit et si on n'est pas préparé, eh bien c'est super dur de savoir quoi acheter et on peut se retrouver à regarder un article à gauche à droite dans un journal spécialisé et vu que c'est la baisse, que c'est la panique et qu'on a envie d'acheter, acheter des dossiers qui n'étaient pas forcément aussi pertinents que ce qu'on aurait pensé par nous-mêmes si on avait fait une analyse. Donc là, on va aller se comparer deux titres, Kering, puisqu'on en a parlé plus tôt, et il y a eu un article dessus que j'ai vu passer, et je vais la mettre face à Robinhood. C'est pas une action que j'ai achetée à ce jour, mais elle m'intéresse beaucoup, notamment après la baisse de 40% que vous voyez ici à mon écran. Et donc allons un petit peu regarder les chiffres, mais avant même de parler des chiffres, juste parler un petit peu du business model. Vous avez sur Kering une visibilité sur le luxe que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que Kering va réussir à s'en sortir en Chine où c'est difficile? On a vu que les ventes se sont écroulées, alors que par exemple les ventes d'Hermès continuent à bien tenir en Chine. Quel est l'avantage compétitif de l'un par rapport à l'autre? C'est pas forcément quelque chose que je vais réussir à prévoir. À l'inverse, vous avez Robinhood en face. Là, on est sur un courtier qui est très populaire chez les générations notamment Y, qui est la génération qui aujourd'hui va commencer à avoir pas mal d'argent dans le marché du travail. On va avoir les héritages, un gros transfert de capitaux d'une génération à l'autre. Et est-ce que l'investissement va continuer à croître dans le futur? Ben, à mon avis, c'est que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont de plus en plus s'intéresser à l'investissement. C'est un mouvement assez général qu'on est en train de voir avec de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la capitalisation, notamment parce qu'on a des énormes gains de productivité à travers le monde. Et donc forcément, en face de ces gains de productivité, aussi de plus en plus de personnes qui s'inquiètent pour leur avenir, l'avenir de leur travail, leur vieux jours, etc. Aussi avec des États très endettés, et donc beaucoup de plus de personnes qui s'intéressent, pour moi, dans le temps, à l'investissement. Donc quand je regarde ces deux entreprises, un courtier en bourse qui a pignon sur rue sur les nouvelles générations qui vont commencer à avoir de l'argent à investir face à une entreprise dans le luxe parmi tant d'autres qui a un chiffre d'affaires qui souffre en ce moment, une grosse concentration sur une seule marque que je ne suis pas capable de comprendre, déjà sans même parler des chiffres, qualitativement, il est évident que je vais choisir l'un par rapport à l'autre. Et si on va regarder quelques chiffres ensemble, on va rapidement s'en rendre compte. Donc on a dit qu'on se mettait Robinhood contre Kering, on va aller chercher Kering aussi. Je vais vous enlever un petit peu tout ce que j'avais mis lors d'une analyse précédente. Et déjà, on va juste aller regarder les chiffres d'affaires, donc revenus. Et là, instantanément, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, je vais nous mettre à partir de 2019. Vous avez Kering qui a eu une croissance en 5 ans en composé de moins de 2% par an. Et si je nous mets à partir de 2023, le chiffre d'affaires est en baisse. Et en face de ça, vous avez un Robinhood qui a 60% de croissance par an. Donc là, vous voyez l'énorme différence d'adoption produit. D'un côté, un produit qui est en concurrence face à beaucoup d'autres produits sur un marché qui souffre, notamment l'Asie. Et en face de ça, vous avez un produit qui a une forte adoption client, tout simplement parce que le produit est bon et le consommateur le veut. Donc déjà, juste sur le chiffre d'affaires, il est évident que je vais plus m'intéresser à Robinhood parce que j'ai un profil qui cherche de la croissance et pas forcément du rendement. Et d'ailleurs, Kering, on l'a déjà analysé, le rendement fait très peur parce que le dividende, c'est pas si simple que ça en ce moment pour eux. Maintenant, si on va regarder les marges, alors instantanément, je sais que les deux vont avoir des belles marges brutes, même Kering, parce qu'on est dans le luxe, donc on a quand même une capacité à fixer les prix. Par contre, si je mets aussi en face de ça les marges nettes, là, ça va peut-être pas être la même histoire. Je vous fais la vidéo en direct, je découvre les chiffres avec vous, même si, bon, je les connais un petit peu, les chiffres de ces deux entreprises, mais je les ai jamais comparés. Donc au niveau des marges brutes, Robinhood a des marges brutes de plus de 90% et Kering des marges brutes de plus de 70, allez jusqu'à 75%. Au niveau des marges nettes, les marges nettes de Kering baissent depuis plusieurs années. On voit qu'on est en train de baisser. Aujourd'hui, on est à moins de 7% contre plus de 16% à l'époque. Donc je comprends que l'entreprise se soit fait massacrer en bourse parce que le chiffre d'affaires est en train de baisser et les marges baissent aussi. Et en face de ça, vous avez Robinhood qui aujourd'hui est devenu bénéficiaire et qui a des marges nettes qui étaient de plus de 20% il y a encore quelques mois. Et aujourd'hui, en 12 mois glissants, on est à plus de 47% de marge nette. Donc encore une fois, Robinhood, meilleure marge brute, meilleure marge nette avec une tendance haussière face à une entreprise qui a des marges brutes plus faibles, un chiffre d'affaires qui baisse et des marges nettes en baisse. Alors peut-être qu'il y a une entreprise qui est en train de s'écrouler plus que l'autre en bourse, mais il y a certainement des bonnes raisons et pour moi, juste un prix sur un graphique en espérant que ça remonte un jour, ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce qu'une action a baissé de 90% qu'elle ne peut pas encore baisser de 100%. On va aller voir très rapidement ce qui est le cas chez la dette. La vidéo va déjà être assez longue comme ça, donc on va juste comparer quelques points. C'est vraiment un petit peu pour vous montrer comment en quelques minutes on peut se forger une opinion et se dire, bon, ok, instantanément, j'ai tellement de dossiers possibles sous les yeux avec la baisse qui a lieu en bourse en ce moment, parce que quand les marchés baissent, vous avez beaucoup de titres qui arrivent à des niveaux qui peuvent être plus attractifs qu'avant, qu'en fait, très rapidement, on est obligé de faire des choix et d'éliminer les entreprises par rapport à d'autres. Au niveau de la dette, vous avez Kering, on voit ici, ils ont plus de 20 milliards d'euros de dette contre, en termes de cash, 3,5 milliards.
Donc bon, ben là, ça va être très long de rembourser la dette. Je crois qu'ils sont toujours en flux de trésorerie disponible positif. Cependant, vous avez à ça un dividende, etc. Vous avez une vidéo d'analyse complète que j'avais fait sur Kering et je me rappelle que le dossier n'était pas du tout rassurant et j'espérais qu'ils allaient réussir à remonter la pente et je leur souhaite toujours. D'ailleurs, on voit qu'ils mettent des actions en place, notamment changer la direction d'un point de vue de la création produit au niveau de Gucci, ce qui est quand même important à faire puisque c'est une grosse partie du chiffre d'affaires de la marque. Enfin bref, revenons à ce qu'on se disait et Robinhood, vous avez plus de cash que de dette. On n'est pas à beaucoup plus de cash, mais quand même. Et maintenant, on va rapidement aller voir les valorisations et ensuite on conclura sur cette vidéo. Si je nous mets au prix par rapport au chiffre d'affaires. Alors déjà, là je réfléchis en direct, le prix par rapport au chiffre d'affaires devrait être beaucoup plus élevé sur Robinhood parce que les marges sont meilleures, on a de la croissance, l'entreprise a vraiment une tendance d'adoption client en ce moment, les clients aiment le produit et ça se voit dans les chiffres. Et Kering, ben, c'est l'inverse, chiffre d'affaires qui est en train de baisser, marges qui sont en train de se compresser, beaucoup de dettes pour beaucoup moins de cash, donc ça devrait se payer beaucoup moins cher. Et encore une fois, c'est pas parce que ça se paye moins cher que ça se payera pas encore moins cher dans le futur. Si les fondamentaux sont en baisse, c'est normal que ça se paye moins cher qu'une entreprise qui est en hausse d'un point de vue de ses fondamentaux. Bref, allons voir ça maintenant que j'ai fait mon monologue. Et effectivement, oui, Kering a un prix par rapport au chiffre d'affaires qui est sous les 2, alors qu'il y a encore quelques années, on était au-delà des 3. Et à l'inverse, Robinhood, qui a vu ses fondamentaux s'améliorer, se payer 4 à 5 fois le chiffre d'affaires à l'époque, et aujourd'hui se paye plutôt autour de 10 fois le chiffre d'affaires suite à la baisse qu'on vient d'avoir. Donc, rien d'étonnant. Et si on va voir le PER, alors là, je pense que ça va être de la même façon. En théorie, Robinhood devrait se payer beaucoup plus. On va les vérifier ensemble, je n'ai pas regardé. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas couper la vidéo, comme ça vous verrez ma réaction en direct. Et là, je suis très étonné, c'est amusant. Kering se paye plus cher que Robinhood, alors qu'ils ont un chiffre d'affaires qui est en train de baisser, des marges qui sont en train de baisser. Et en face, vous avez Robinhood avec un PER de 24 pour 60% de croissance au chiffre d'affaires composé depuis 5 ans et des marges nettes qui sont en train d'exploser. Là, typiquement, encore une fois, on en revient à ce que je disais, comment on peut aimer le numéro 20 ou le numéro 30 sur sa liste de possibilités contre le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Bah là, pour moi, il n'y a pas photo, juste les 3-4 chiffres qu'on vient de regarder et une valorisation qui est plus basse sur Robinhood, alors que fondamentalement, et même d'un point de vue du produit, j'ai beaucoup plus confiance. Il n'y a même pas à chercher. Il est évident que si je dois continuer l'analyse, à ce moment-là, je continue mon analyse sur Robinhood et je ne la continue pas sur Kering, fin de l'histoire, hélas. Mais je n'ai pas un temps illimité, je n'ai pas un nombre illimité de lignes disponibles en portefeuille et donc je me dois de concentrer mon temps d'analyse sur des entreprises qui, au premier abord, sont beaucoup plus pertinentes par rapport à mon style d'investisseur et mon profil. Juste avant de passer à la conclusion de cette vidéo, petit instant publicité. Comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage sur l'investissement en bourse, vous pouvez nous rejoindre dans le programme. Vous aurez accès à la formation vidéo qui est la colonne vertébrale pour créer votre stratégie d'investissement selon votre profil, tout en ayant toutes les étapes logiques à suivre. Vous avez aussi accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, les vidéos exclusives que je fais, analyse de portefeuille, réponse aux questions, séances de travail, etc. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail tout en passant à l'action et aller beaucoup plus loin dans votre apprentissage, premier lien en description. Pour conclure cette vidéo, au final, eh bien, c'est souvent une histoire de comparaison. Il y a énormément de titres qu'on peut acheter, mais comme je vous le disais, comment justifier qu'on va aimer une entreprise autant qu'une autre quand on voit de telles différences sur les fondamentaux? Et ça, c'est pas que sur les entreprises individuelles. On peut parler, par exemple, d'équilibre en devises. Si on a de l'immobilier en Europe, des actions en Europe, etc., il y a un moment où on peut se dire, mais est-ce que je vais encore aller acheter du CAC 40 comparé à d'autres indices dans d'autres devises? Ce qui nous permettrait d'ailleurs aussi de se diversifier en devises hors d'une monnaie fiduciaire pour aller sur une autre, voire même sur des actifs, parce qu'à un moment, il faut aussi se protéger sur tous les tableaux. Et au final, c'est notre responsabilité et nos choix, et comment justifier un choix plus qu'un autre. Eh bien, c'est clairement notre responsabilité, c'est à nous de prendre les bonnes décisions. Et je voulais revenir aussi là-dessus pour finir cette vidéo, c'est à nous de savoir dire non plus souvent que de savoir dire oui. On me présente énormément de dossiers, on me propose beaucoup d'entreprises et j'ai très peu de place en portefeuille. Je vois des entreprises qui sont intéressantes, c'est pas parce que je les achète pas qu'elles ne peuvent pas intéresser quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je le vois en coaching avec les membres du programme. Vous êtes nombreux à acheter des entreprises suite à avoir fait vos analyses, des très beaux dossiers. Je ne les prends pas parce que je les comprends peut-être pas aussi bien, ou encore une fois, peut-être que c'est le numéro 15 dans ma liste de préférence et je me dois du coup d'acheter 1, 2, 3, 4, 5 avant d'acheter le numéro 15, mais chacun aura des convictions différentes. Et le fait de dire non bien souvent à la majorité des choses qu'on nous propose, eh ben pour moi c'est notre responsabilité et c'est vrai en investissement, mais c'est aussi très vrai avec notre temps. Il y a un moment, on doit allouer notre ressource temps
à la vraie valeur ajoutée ou à ce qui nous fait plaisir, ce dont on a envie. Et c'est pour ça que faire des vidéos YouTube et amener de la valeur à des milliers de personnes qui vont regarder ces vidéos, c'est plus pertinent que de passer mon temps à analyser une entreprise qui, au final, en 5 minutes, quand je la regarde, n'est pas pertinente. Je dois consacrer mon temps où il y a de la vraie productivité. Et c'est pareil avec les dépenses, savoir gérer son budget en finances personnelles, etc. On peut répéter cette idée de savoir dire non et oui à peu près tous les aspects de la vie. Et je sais que c'est pas fun de dire ça, que c'est pas le nouvel objet brillant, la nouvelle action à la mode, que de dire non à pratiquement tout et d'investir que sur les choses sur lesquelles on s'est convaincu que c'était une bonne décision d'après notre stratégie, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à tenir sur le long terme et au final, eh ben, ça paie sur le patrimoine. Et quand on a un marché baissier comme ça et qu'on ne sait plus où donner de la tête, eh bien, j'aime bien me rappeler quand même que c'est dans ces moments-là qu'on a des opportunités, qu'il ne faut pas non plus paniquer, ne rien faire, et à l'inverse, il ne faut pas non plus aller tout acheter ce qu'on avait passé à gauche à droite parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Non, au final, préparer en amont ces moments-là. Personnellement, j'ai ma liste de suivi avec toutes les actions qui m'intéressent, les prix qui m'intéressent, et là, il y a beaucoup de lignes qui sont en train de repasser sur des niveaux d'achat qui sont pertinents pour moi. Je ne peux pas tout acheter, même dans ma propre liste, donc je m'attaque aux dossiers les plus intéressants, et je sais que vous êtes nombreux à faire pareil, à vous attaquer aux dossiers les plus pertinents d'après vos analyses, et à un moment, on fait des choix, on ne peut pas dire oui à tout, mais quand on dit oui, on a nos convictions, notre analyse, et on sait pourquoi on le fait. C'était une vidéo un petit peu fondamentale, je voulais revenir sur tous ces concepts, parce que justement, c'est dans ces moments de panique qu'on peut regarder à gauche, à droite, et au final, ne pas faire les choses qu'on aurait aimé faire quand on regardera un petit peu plus tard en arrière. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée, et à très vite pour un prochain épisode.